Donc dernière vidéo de cette 11e séance du cours d'économétrie sous R et Python. Et on va ici corriger donc la deuxième application qui concerne l'autocorrélation. Donc on va procéder de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais ouvrir un fichier de Python vierge et on va répondre aux questions les unes après les autres. On commence par importer, comme tout à l'heure, les librairies. Importation librairie. Ok. Donc on va importer panda aspd, import numpy, c'est pareil numpy, je crois pas qu'on en ait besoin dans cette application. znp, import matplotlib.pyplot as plt, et ensuite les packages relatifs à statsmodel qui vont nous permettre de mener notre analyse de l'autocorrélation et de mener déjà les modèles, hein. Donc SM qui va nous permettre d'estimer le modèle et SMD qui va nous permettre de mener les tests d'autocorrélation. Et donc on va commencer par importer les données. Donc ici on nous demande de télécharger le fichier salaire productivité au format TXT, hein, et donc qui va donc là c'est de la série temporelle, hein, on va de 1959 à 1998. C'est donc à une fréquence annuelle et ça reporte le salaire et la productivité dans le secteur industriel aux États-Unis. Ok, donc là toujours la même chose. On va récupérer salaire productivité. On le met dans notre fichier dont on connaît le chemin. Ok, et donc on définit le chemin d'accès. On n'oublie pas de mettre tout ça entre guillemets, puisque donc c'est une chaîne de caractères qu'il nous faut. On remplace les anti-slash par des slash, des backslash par des slash, et on met un slash à la fin pour que le modèle puisse bien savoir que c'est le chemin et qu'on va chercher le fichier salaire prod.txt. Donc là pareil, je vais copier-coller le nom du fichier qui m'intéresse pour être sûr de ne pas me planter. On est sur un fichier d'extension txt, donc on utilise la fonction read CSV de Panda, le chemin d'accès plus entre guillemets le nom du fichier, et on va préciser le séparateur une fois qu'on aura repéré qu'est-ce que c'est que ce séparateur. Donc c'est comme tout à l'heure, séparateur égale anti-slash t. Ok, et donc là si je regarde mon data frame, normalement il est importé sous le bon format. Donc on a les années, le salaire et la productivité. Ok, donc pareil, je vais donner un nom à mon fichier de code. Ok, importer le data frame, donc ça c'est fait. Expliquer le niveau des salaires par celui de la productivité en faisant une régression MCO. Donc MCO, point salaire productivité. Ok, donc on définit la matrice des variables expliquées, enfin, de la variable expliquée. Donc on va chercher à expliquer la productivité. Prod du activity, et la matrice des variables explicatives, il n'y en a qu'une ici, et on l'appelle, et donc c'est donc wages. On n'oublie pas d'ajouter la constante sm.add constante x prepend égale false. On n'oublie pas d'ajouter la constante à la matrice des variables explicatives. Donc si je regarde à quoi ressemble ma matrice de variables explicatives, j'ai bien les salaires et la colonne qui s'est créée pour la constante. Ok. Et donc je vais définir mon modèle. Deuxième cellule. Le modèle, c'est le modèle OLS avec Y en variable expliquée
x en variable explicative. J'estime mon modèle et je stocke les résultats de mon estimation dans une variable que j'appelle résultat en faisant modèle.fit. Pour l'instant, je ne prends pas en compte la correction de l'autocorrélation parce que je ne sais pas qu'il y en a encore pour le moment. Et j'imprime les résultats pour un summary pour afficher le récapitulatif de mes résultats. Ok, donc variable significative, modèle plutôt significatif globalement. Voilà, donc maintenant on n'a pas pris en compte de correction éventuelle à l'autocorrélation. On va aller regarder s'il y a de l'autocorrélation, notamment en commençant plutôt par un petit graphique. On va donc récupérer les résidus du modèle et on va regarder l'évolution du résidu en fonction du temps. Donc graphique, résidu en fonction du temps. Ok, donc comment on récupère les résidus? On appelle la fonction réside des résultats. Du coup, c'est une fonction qui est propre à StatsModel, hein, qui permet de récupérer les résidus du modèle. Je sais plus s'il faut mettre des parenthèses. Non. Voilà. Ok, et maintenant on va faire du coup le graphique de cette variable en fonction du temps. Donc le temps c'est df years. Ok, et cette variable là. Ok, donc df years pour les abscisses en fonction, enfin plutôt qu'est-ce que je plotte en fonction des années? Je plotte les résultats, donc résidus. Ok. Et donc là, on observe une relation qui est certes non linéaire, qui est une relation de type quadratique, mais on observe éventuellement on observe que le résidu éventuellement dépend du temps. S'il dépend du temps, c'est-à-dire que du coup il peut dépendre de ses relations passées, et donc qu'il peut y avoir éventuellement de l'autocorrélation dans le modèle. Normalement, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'assez erratique, qui varie un peu comme... enfin, qui suit pas de pattern, de schéma particulier. Euh, c'est ça qui va nous indiquer qu'on a un résidu qui est non autocorrélé, éventuellement. Là, on a une structure qui indique que bah, la valeur du résidu à un moment dépend a priori de la valeur qui est au-dessus. On n'a pas de mouvement complètement absurde dans le comportement du résidu. Donc c'est ça qui va nous indiquer le fait que bah, potentiellement il y a de l'autocorrélation dans notre modèle. Donc pour ça, pour le vérifier, on va mener des tests d'autocorrélation. Okay, donc mener les tests de Durbin-Watson et de Brush-Godfrey. Durbin-Watson, du coup, on a la statistique qui est ici, 0 à 141, donc ça, il y a de fortes chances pour que ce soit inférieur à la borne inférieure de la table. La table, donc comment on fait? Ici, on n'a qu'une seule variable explicative, ok, donc on est dans k égale 1, et on a 40 observations, donc on va aller chercher ça. Tac, 40, donc on est, la borne inférieure est égale à 1,246. Donc nous, notre statistique de Durbin-Watson qui est égale à 0,142 est inférieure à 1,246. D'accord? Donc on se retrouve dans cette partie-là du tableau, comme tout à l'heure en fait. Et donc on va rejeter H0, l'hypothèse d'absence d'autocorrélation dans le modèle. Donc ça, vous faites une petite note comme ça, commentaire sur test du Durbin-Watson, stat égale à 0,142, qui est inférieur à D1, donc rejet H0. Et donc il y a de l'autocorrélation dans le modèle. Pour aller vérifier, éventuellement, parce que là on a regardé l'autocorrélation à l'ordre 1, pour aller vérifier s'il y a de l'autocorrélation à des ordres supérieurs à 1, on va utiliser le test de Brush-Godfrey. Donc test de Brush-Godfrey qu'on obtient avec SMD. Ok. Donc ici, le test c'est smd.test
je me souviens plus. Point. Accord, Brush Godfrey. Ok. Et donc on met les résultats ici et le nombre de retards qu'on va tester. Alors si on veut regarder comment évolue le test en fonction du nombre de retards, là ça c'est juste pour imprimer que la p-valeur de la statistique du multiplicateur de Lagrange. Là si je... Mince. Par exemple, là si je le fais avec un retard, ok, print test. Donc là j'ai le tuple. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout ça en fait. Dès lors que ça passe au-dessus de 5%, du coup je vais pouvoir commencer à rejeter, à accepter pardon H0. Ok. Donc là on va regarder l'évolution de ça en fonction du nombre de retards qu'on fixe ici. Donc on va faire évoluer le nombre de retards de 1. On peut commencer à 0, hein, mais nécessairement le résidu va être corrélé avec lui-même en instantané. Donc for i in range 1, mettons 10. Là on n'a pas beaucoup d'observations, donc 10 retards c'est déjà vraiment beaucoup. On va regarder comment ça évolue. Vous pouvez utiliser des corrélogrammes, je ne sais plus si on utilise ou pas dans la correction, mais vous pouvez utiliser des corrélogrammes pour regarder un petit peu comment évolue en fonction du nombre de retards l'autocorrélation. Et ça c'est peut-être des choses qu'on aura le temps plus de voir au deuxième semestre. Là pour le moment on va se limiter à ça. Ok. Tac, il me manque les 2 points. Ok, donc on voit que la p-valeur a tendance à augmenter, mais il y a quand même une forte structure d'autocorrélation, même à des ordres assez grands, donc même pour 10 retards, on a une autocorrélation qui est toujours présente. D'accord, donc la structure d'autocorrélation est forte, donc on va pas prendre plus de 10 retards, parce qu'après ça fait trop d'observations qui sont rentrées ensuite dans la correction, mais voilà, là on est dans un cas d'autocorrélation assez fort, donc il peut y avoir des transformations qui sont à faire, par exemple on passe en différence première ou des choses comme ça, pour essayer de prendre en compte un peu l'autocorrélation. Déjà à minima on va regarder ce que donnent les résultats quand on corrige de l'autocorrélation avec la solution proposée par New Way West. Correction de New Way West, ok. Et donc pour ça on fait cov type égale à HAC, il me semble. Voilà, donc ça c'était pour la dernière question de cette application. Ok, alors, oui, parce que c'est pas là qu'il faut le mettre, c'est dans le modèle.fit. Et ça n'a pas marché, max lag, ah oui, il faut que je lui donne un nombre de retard à prendre en compte. Max lag égale, c'est attaché avec un S. Ok, voilà, je lui en ai donné 10 du coup. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pas? On va les regarder dans la doc. Hein. Type, HAC, pour stats model. C'est bien que je fasse l'erreur, comme ça vous permet de voir un petit peu aussi comment on fait pour aller regarder dans la doc. Donc voilà, donc là effectivement il faut que je lui donne comme argument max lag. Je pense que c'est le S qui va pas du coup dans le truc. Toujours pas. Voilà, c'est la valeur de mon... Non. Bon, je vais faire la triche, je vais regarder dans le...
Étonnant. Ok, visiblement c'est pas la même option que pour l'hétéroscédasticité. Bon, il faut passer par la fonction get robustcov results, visiblement, pour obtenir la correction de new à west. Mais ça m'étonne. À mon avis, il doit y avoir une autre manière de faire. Donc là, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est les résultats du modèle. Le modèle MCO qu'on avait estimé ici. Donc je vais le réestimer pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Hop. Ok. Mais alors là c'est bizarre parce que du coup il a pas pris en compte le. Bon, il y a quelque chose que je comprends pas bien. Bon, je referai une vidéo pour expliquer cette correction. Parce que là, visiblement, la correction n'a pas été prise en compte. Est-ce que les p-valeurs changent? Ni ça, ni les statistiques. 0,045, 3, 913. Ok, non, bon, bah, visiblement, ça c'est pas la bonne manière de faire. Bon, je referai quelque chose du coup. Pour essayer de comprendre un peu comment c'est passé dans la prochaine vidéo. Je reviendrai là-dessus. Mais, mais bon, sinon, pour le dérouler, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Du coup, on importe les données, on regarde un petit peu comment se comporte le modèle. Normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est mener un certain nombre d'analyses de statistiques descriptives sur le comportement des variables, comment elles évoluent, etc., pour essayer de repérer graphiquement déjà les éventuels problèmes qu'on peut rencontrer. Peut-être qu'il y a de l'hétéroscédasticité aussi dans le modèle. On essaie de s'intéresser un petit peu à la dynamique des variables qu'on manipule avant de mener les premières estimations. Et une fois qu'on a mené les estimations, on va aller regarder comment se comporte le résidu, on va mener les tests appropriés, et en fonction de ce que ces analyses-là nous donnent, on va procéder ou pas aux différentes corrections qui nous intéressent. Voilà, donc bon, je ferai une petite correction dans la prochaine vidéo là-dessus. Et, et puis bon, bon courage pour la suite. J'espère que tout ça était assez clair. Quoi qu'il arrive, les corrections des applications sont très détaillées. Donc si jamais vous avez besoin, vous pouvez toujours vous appuyer un peu sur tous les commentaires qu'on a mis dans les corrections d'application pour essayer de bien comprendre ce qu'on fait. Vous pouvez toujours nous poser des questions dans le Discord et ou par mail. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo du coup qui sera sur la multicollinéarité. Et après on aura quasiment fini. On fera probablement une petite vidéo d'introduction aux séries temporelles. Mais ça contiendra surtout des éléments, enfin, principalement des éléments qui seront probablement pas au partiel. C'est surtout pour refaire l'introduction et la transition vers le cours d'atelier d'économétrie que vous aurez au deuxième semestre, où là on ira plus loin, notamment dans les séries temporelles, et puis on regardera un petit peu comment construire une étude économétrique entière, quoi, c'est-à-dire depuis la problématique économique vers le traitement économétrique, traitement des données, etc. Voilà, bon je vous dis à la prochaine vidéo.